À l'époque, j'étais sous l'influence de Romer, qui était contre la musique de film, et donc je considérais que des musiques existantes. C'est à Hollywood en fait que j'ai appris à utiliser la musique. Mon premier film américain, c'était Barfly, qui était uniquement des musiques de source. Dans Barfly, il n'y a pas de musique, mais il y a des musiques existantes qui sont très soigneusement choisies. Au Reversal aux Fortunes, j'avais fait toute la musique avec Mahler. Parce que Mahler, comme j'avais tout ce qui concernait le Fondulo, pour moi c'était comme un film hollywoodien. Et la musique de Mahler, elle a été l'inspiration de beaucoup de films musicaux, de beaucoup de musique de films, ou de gens qui essayaient de s'inspirer de ça pour faire la musique d'un film. Et donc moi j'avais pris directement Mahler. Ça marchait, mais c'était parfait, c'était sublime, c'était extraordinaire. Et je montrais au producteur, il disait bon, bah oui, c'est très très bien, maintenant on va engager un compositeur. Mais je dis mais qu'est-ce qui va amener de plus? C'est merveilleux. Quand le compositeur n'est pas là, j'essaye différentes musiques. Et tout d'un coup, on découvre, comme ça, en essayant beaucoup, on trouve des choses. Et après, quand le compositeur arrive, je lui dis, tiens, écoute ça. ¿Y ahora qué loco? Que hoy vuelven por ustedes. Esta vez con balas rezadas que no fallan. ¿Y cómo supiste qué tipo de balas eran? Je me rappelle pour la Vierge des Tueurs, je t'avais fait écouter un truc, tu disais oui c'est bien mais je peux faire plus d'émotions. C'était un truc, oui c'était un truc de Hitchcock, oui. C'était un Herman. C'était un Herman, oui. Oui, alors, et non, ou alors il y avait quelque chose d'autre encore qui collait parfaitement. Il disait oui ça colle parfaitement mais laisse-moi essayer l'émotion. Ce que tu m'avais demandé pour Inju, de rentrer vers la cérémonie du thé, oui, avec que la musique ne s'arrête pas au générique, souligner quand il lève la cuillère, souligner les personnages qui passent derrière, quand il arrive l'assassin, etc. C'est-à-dire tous ces détails. Là, tu m'avais même demandé d'illustrer, quand le détective rentre dans la maison, la partie de l'escalier. Tu vois, c'est-à-dire créer une espèce de style Hitchcockien, si on peut dire, oui, d'anticiper un petit peu sur ce qui va arriver, ce qui est déjà un classique, bien sûr, à oui, partir de la collaboration de Herman et Hitchcock. Très souvent, sur un film, on ne peut pas faire le travail parallèle de recherche de la musique et d'écriture du scénario et tout ça. On est toujours trop pressé d'aller en avant et très souvent, les décisions musicales se font au début du montage et même quelquefois à la fin du montage. Au fur et à mesure que le montage avance, oui, j'arrive à deviner de plus en plus, mais tout d'un coup, un beau jour, Georges arrive et il dit « Mais tu sais, si on commençait là, et je dis ah ben essayons » et puis quelquefois il a raison et voilà, et c'est tout de suite accepté. C'est une collaboration quoi. La bonne direction, c'est pas forcément ma direction, c'est une direction qu'on découvre petit à petit. Et elle a une fonction narrative, c'est-à-dire qu'elle raconte quelque chose que la voix off ne peut pas raconter, que les images ne peuvent pas raconter. Quelque chose de mystérieux, d'émotif, quelque chose qui a à voir avec des personnages quelquefois. C'est très souvent à voir avec les personnages, c'est très souvent des commentaires sur les personnages. Et ça correspond à un personnage. Par exemple, dans L'Avocat de la Terreur, ça correspond à Jamila Bouhired, qui est une femme qui plane au-dessus du film, qu'on n'a jamais pu l'interviewer, mais c'est un personnage très important. Et chaque fois qu'elle est évoquée, il y a un thème spécifique qui est fait avec des violons spéciaux, on reconnaît, et qui est là en hommage à elle. Donc ça accentue sa présence au-dessus du film, une présence mystérieuse, on ne la voit jamais. Le thème de Jamila, par exemple, on voulait quand même qu'il soit émouvant, mais en même temps qu'il y ait quelque chose à voir avec l'Algérie. Et donc j'ai pris les 10 premiers violons étaient des violons arabes, par exemple. Mais le reste, l'orchestre, non.
Et uniquement le mélisme naturel des violons arabes, on voulait l'avoir quand même en réalité. Donc ça, ce type de choses. Et là, on garde un peu la longueur du thème parce que c'est un thème répétitif. Et si on le coupe trop vite, on n'arrive pas à donner l'exemple émouvant. Babel ne savait pas vraiment s'il allait mettre de la musique vraiment. Et en fait, il a senti les besoins au fur et à mesure. On a commencé à réfléchir sur... Et peu à peu, on a commencé à en ajouter, au fait. Et finalement, on en a vu pas mal de musique. C'est le fait de regarder le film, le fait de réflexionner sur le film, je pense qu'il nous a fait avancer dans cette séquence. Et une autre chose, c'est qu'en fait, on a fait un travail quand même presque de DJ. Parce que j'ai mélangé plein de pistes, plein de choses. C'est un travail très minutieux de mélange, de mixage au niveau de l'aspect musical. Et donc tout ça, on enlevait un peu, on ajoutait un peu, on changeait la place. C'était un travail un peu microscopique qui était très intéressant à faire. Oui, il ne fallait pas qu'on la remarque trop. C'est toujours, il fallait qu'elle soit insidieuse. Parce que c'est souvent comme ça dans les films où on veut communiquer des émotions et que l'émotion ne passera pas si tout d'un coup on vous met en pleine gueule. Oui, il fallait être discret quand même. Voilà, il fallait être discret et laisser la place à le spectateur qui rentre vraiment lui. Oui, bon, on peut l'aider un petit peu, mais pas faire vraiment une musique de film hollywoodien. Il n'y a pas tellement de mélodies déjà. Et d'autre part, le mixage est toujours un peu sous le terrain. Donc ça c'est aussi une qualité du film, c'est qu'on ne joue pas la musique au premier plan. Sauf pour le générique de fin, ah oui, où là on dit vous avez vu un grand film. Exactement. C'est ça le message. Exactement. À la fin, si on a sorti le violon quand même. Quand on emploie des musiques locales, c'est des musiques de propagande. Mais elles ont un ton tellement joyeux qu'on peut ménager la surprise et faire utiliser cette musique d'abord pour des gens à motocyclette en train de rigoler avec un beau paysage et tout va bien. Et puis tout d'un coup, à la fin du film, on voit en sous-titres les paroles et on est complètement terrifié. Donc la musique est totalement ambivalente dans ce cas-là parce que sans les paroles, elle est super joyeuse. On a essayé quand même de trouver une certaine émotion quand même. Oui. Parce qu'on s'est aperçu que c'était important de rentrer un peu dans le sujet de la gravité de ce qui s'est passé, de montrer quelque part. Tout film est un film de fiction, donc si tout film est un film de fiction, même les documentaires doivent avoir des séquences musicales qui sont faites comme des voilà. Il faut se servir de tous les moyens du cinéma qu'on a à sa disposition dans le cinéma. Et il ne faut pas hésiter à utiliser la musique. Un documentaire raconte une histoire et il y a des moments de suspense, il y a des moments où... pour moi, il n'y a pas de différence.